Pourquoi notre budget il est devenu plus vert depuis plusieurs années? Parce que, pour faire simple et court, nous avons engagé Paris dans un plan de transformation très important. Vous savez que c'est un marqueur fort de Anne Hidalgo, qui repose sur plusieurs outils stratégiques. Le premier, c'est la réduction de la place de la voiture en ville, et donc ça consiste à dépenser de l'argent pour faire des réaménagements de façon à redonner plus d'espace aux piétons et aux mobilités actives. Et donc il faut créer de l'aménagement nouveau, il faut créer par exemple des pistes cyclables, etc. Pour augmenter la végétalisation, nous avons des budgets qui sont consacrés à la création d'espaces verts, etc. Bonjour, ici Victorien, très content de vous retrouver dans les podcasts de Paris en commun. Ce nouvel épisode pourrait s'appeler « Le budget de la ville de Paris pour les nuls ». Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous assommer de chiffres ni vous perdre dans un jargon d'expert comptable. L'idée est simplement que nous vous expliquions comment fonctionne le budget de la ville de Paris et quelles en sont les grandes orientations. Notre professeur en finances publiques aujourd'hui est Emmanuel Grégoire et surtout le premier adjoint à la maire de Paris. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors première question pour nous mettre en jambes. C'est combien le budget de la ville de Paris? Et vous présentez chaque année un budget pour Paris. Quelles sont les étapes pour le construire et comment on fait pour le faire valider? Alors le budget de la ville de Paris, c'est environ 10 milliards d'euros, avec d'un côté 8,5 milliards qui sont en fait la partie du budget qui est consacrée au fonctionnement courant de la ville de Paris, et puis 1,5 milliard qui est consacré à l'investissement. Et donc tous les ans, la ville de Paris organise ce qu'on appelle le Conseil de Paris, dans lequel les élus viennent délibérer. Nous devons voter un budget. Et quand on construit un budget, qu'est-ce que ça traduit, le budget d'une collectivité ? Alors le budget d'une collectivité, ça traduit d'abord des orientations politiques. Évidemment, les immenses masses de dépenses concernent des services publics dont les Parisiens connaissent évidemment les services, mais pas forcément les implications budgétaires. Ça va être des agents, donc de la masse salariale, ça va être de l'achat public, ça va être de l'appel à de la prestation extérieure, mais c'est aussi des orientations politiques parce que chaque majorité peut donner un coup d'accélérateur sur certains domaines de politique publique. Nous, par exemple, depuis le début de la mandature, nos budgets sont marqués par beaucoup de moyens consacrés à la propreté, à la sécurité, à la livraison du programme d'investissement de la mandature, c'est-à-dire tous les investissements que nous faisons, notamment dans les équipements de proximité dans les arrondissements, et puis à la transition énergétique, donc à la fois en dépenses d'aménagement, de végétalisation, de création d'espaces verts. Alors vous en parliez, beaucoup d'investissements. Sur la mandature, c'est presque 10 milliards d'euros qui ont été investis. Donc c'est un chiffre assez impressionnant. Ça fait à peu près en moyenne 1,6 milliard par an. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quelles sont les grandes orientations de la politique d'investissement de la ville ? Alors effectivement, Anne Hidalgo, quand elle a été élue en 2014, elle a annoncé un programme d'investissement de la mandature. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous dépensons de l'argent exclusivement pour des investissements ou pour reprendre un petit parallèle, c'est comme quand un ménage achète une maison. Eh bien nous achetons, nous construisons des choses. Et sur les 10 milliards, le premier poste de dépense, c'est le logement. Le logement représente 3 milliards d'euros. Ces 3 milliards d'euros, ils sont consacrés à la création de logements sociaux et puis à différents dispositifs de compléments pour l'accompagnement notamment des propriétaires privés. Mais c'est principalement pour le logement social. Donc ça consiste à acheter des logements qui sont créés neufs et en faire des logements sociaux. Ça consiste à préempter des logements dans le parc actuel parce que c'est le seul moyen de créer des logements sociaux dans les endroits où on ne peut pas construire parce que c'est trop dense. Et ensuite, il y a la livraison de tous les équipements dans ces investissements, les médiathèques, la rénovation et la construction des écoles, des crèches, les piscines, les gymnases. Et donc, au total, la somme des nouveaux objets que nous créons à la disposition des Parisiens, ça représente 10 milliards d'euros. Alors, autre poste d'investissement, c'est toute la partie environnement et adaptation au changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le budget de la ville de Paris est plus vert ? Oui, il est plus vert. D'abord, on s'est engagé dans une démarche qui s'appelle ce qu'on appelle la budgétisation verte. La budgétisation verte, nous le ferons à partir de 2021. C'est quelque chose que nous avons préparé depuis déjà un moment. Ça consiste à présenter un budget et bien mesurer l'impact environnemental. Pourquoi ? Pour donner un exemple. Quand on construit une école,
ça a un impact environnemental négatif. Alors, on a besoin de faire des écoles, chacun le comprend bien, mais parce qu'on construit, on utilise des matières pour cela, etc. Et donc la budgétisation verte consiste à évaluer sur notamment les investissements, les impacts environnementaux que ça génère. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à mesurer l'impact environnemental de nos activités et donc à construire les outils pour le compenser. Et donc pourquoi notre budget est devenu plus vert depuis plusieurs années ? Parce que, pour faire simple et court, nous avons engagé Paris dans un plan de transformation très important. Vous savez que c'est un marqueur fort de Anne Hidalgo qui repose sur plusieurs outils stratégiques. Le premier, c'est la réduction de la place de la voiture en ville. Et donc, ça consiste à dépenser de l'argent pour faire des réaménagements de façon à redonner plus d'espace aux piétons et aux mobilités actives. Et donc, il faut créer de l'aménagement nouveau. Il faut créer, par exemple, des pistes cyclables, etc. Pour augmenter la végétalisation, nous avons des budgets qui sont consacrés à la création d'espaces verts, etc. Un autre poste qui est très consommateur de ressources, mais très important et qu'on ne voit pas forcément, c'est tout ce que nous consacrons à la rénovation énergétique des bâtiments. Rénover évidemment le parc de logements sociaux, mais aussi donner des aides pour rénover l'habitation privée. Et donc voilà, c'est pour ça que notre budget il est plus vert, parce qu'il y a une orientation politique qui est de rendre de la soutenabilité de notre modèle de développement plus acceptable, plus respectueuse de l'environnement, et que ça passe par des investissements publics importants, mais qui permettent, de réduire la pollution, et à long terme, de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire l'idée de tendre vers une neutralité carbone, c'est-à-dire on produira du carbone, mais on le compensera à l'horizon 2050, qui est l'objectif de notre plan climat, air, énergie territoriale. Alors, qui dit investissement, dit forcément dette. Quand on voit la courbe de progression de la dette de la ville de Paris, elle est finalement assez forte. Parce qu'au début des années 2000, on était à 1 milliard de dette pour la ville, et aujourd'hui on est à près de 6 milliards. Alors certains se demandent si la ville prend des risques financiers, si la ville est mal gérée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je leur réponds, vous vous en doutez bien, que non, mais je voudrais expliquer pourquoi. La première chose, c'est que lorsque l'on compare par exemple à la dette de la ville de Paris en 2001, Paris est une ville en très bonne situation financière, mais qui est en sous-investissement massif. C'est-à-dire qu'à l'époque, Paris manque cruellement d'équipements publics. Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez d'équipements sportifs, d'équipements culturels. Les transports en commun sont très en retrait par rapport à beaucoup de capital mondial. Et ça, c'était un choix, d'une certaine manière, un choix politique de ne pas investir énormément, d'avoir une ville un peu enfermée sur elle-même. Or, le choix qui a été fait en 2001 par Bertrand Delanoë et par la majorité qui aujourd'hui est en responsabilité encore à Paris, ça a été d'investir pour les Parisiens. Ça a été notamment de réengager de la construction de logements sociaux, de logements privés également. Bref, de remettre Paris dans une dynamique d'expansion économique, territoriale et sociale, parce que on considérait, et nous le considérons toujours, que rester enfermé à l'intérieur de son périphérique était un danger mortifère pour l'avenir de Paris. Et donc, on a investi beaucoup depuis 2001, et certains vont insister sur le mot dette, alors que nous, on va parler d'investissement. Je me permets un parallèle pour illustrer un petit peu la situation. On a un ménage qui gagne très bien sa vie, qui a beaucoup de recettes, qui a des dépenses évidemment, mais qui est locataire et qui décide un jour que c'est idiot d'être locataire et qu'il faut acheter. Vous comprenez bien que le jour où il contracte sa dette pour acheter son appartement, il a de la dette. Est-ce que c'est mal d'avoir de la dette ? Non, parce que c'est un investissement. En fait, quand on étudie la pertinence d'un niveau d'endettement, il faut poser 2 questions. La première, c'est est-ce que l'argent a été utilement dépensé ? Bref, est-ce qu'on a acheté une maison et que c'est utile, ou est-ce que nous, collectivité territoriale, on a construit des crèches, des écoles, des médiathèques, des équipements sportifs et que c'est utile ? Ça, c'est la première question. Une question d'ailleurs tout autant politique que financière. Est-ce que c'était utile de dépenser cet argent ? Et la deuxième question, c'est est-ce que je vais être en capacité de rembourser mon emprunt ? C'est en gros, j'ai acheté une maison, c'est très intelligent, c'est mieux que de louer, les taux d'intérêt sont très faibles, donc autant en profiter. Par contre, est-ce que je suis capable de rembourser mon emprunt dans la durée ? Et c'est là que nos adversaires se trompent vraiment de diagnostic.
La ville de Paris, elle a aujourd'hui un peu moins de 6 milliards de dettes. D'ailleurs, pendant très longtemps, nos adversaires ont dit vous allez finir à 8 milliards de dettes. Mais comme nous sommes de bons gestionnaires, on est in fine à 5,9 milliards d'euros de dettes. Et d'ailleurs, pour la première fois depuis 2003, la dette, elle a baissé en 2019. Elle a baissé de près de 50 millions d'euros. En réalité, ce stock de dette de 5,9 milliards d'euros, il est tout petit au regard de la richesse de la ville de Paris. La ville de Paris, elle a un patrimoine estimé entre 32 et 34 milliards d'euros. Deuxièmement, nous dégageons une épargne brute, c'est-à-dire, en termes techniques, c'est notre bénéfice. C'est-à-dire, vous savez, une collectivité territoriale, c'est un premier intérêt, elle n'a pas le droit d'être en déficit. C'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement avoir plus de revenus que de dépenses. C'est ce qu'on appelle un bénéfice dans une entreprise, et en finances publiques, on appelle ça de l'épargne brute. Et cette épargne brute, elle permet deux choses. D'abord, elle permet d'interdire à une collectivité territoriale de fait de s'endetter pour son fonctionnement courant. Et la ville de Paris, elle a immensément de richesses. Les agences de notation, ce sont des gens qui viennent regarder notre situation financière et qui disent à des prêteurs, aux banques, aux assurances, etc., allez-y, vous pouvez prêter, il n'y a aucun risque sur les remboursements. Eh bien, les agences de notation disent que notre situation est tout à fait exceptionnelle, qu'il n'y a aucun problème de remboursement d'emprunt. Et donc, quand l'opposition fait un procès sur le niveau de la dette, il se trompe. La dette moyenne par habitant à Paris reste bien plus faible que dans d'autres villes, que dans les autres grandes villes de France, et dans des proportions très significatives. Donc non seulement la prochaine mandature pourra continuer à avoir recours à l'endettement pour emprunter, mais ensuite, lorsque c'était vraiment utile de le faire, parce que les Parisiens comprennent que lorsqu'on fait des investissements, il n'y a pas de miracle, on n'imprime pas des billets de banque dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Donc soit on a recours à l'endettement, soit on a recours à l'impôt de façon à augmenter les ressources de la collectivité. Et compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, compte tenu aussi de la défense du pouvoir d'achat des Parisiens, il était à tout égard plus intelligent de faire ces investissements avec de l'emprunt plutôt qu'en augmentant les ressources. Et donc, en réalité, ceux qui font le procès de la dette font le procès des investissements. Ils ont le droit, mais c'est ça le vrai débat. Est-ce qu'on doit ou pas investir pour maintenir Paris dans le peloton de tête des capitales mondiales? Est-ce qu'on doit investir de l'argent pour la transition écologique, ou est-ce qu'on y met un coup d'arrêt? Ce sera aussi l'un des choix qui devra être fait en mars 2020. Alors vous en parliez à l'instant des impôts. Anne Hidalgo s'était engagée en 2014 à geler les impôts pour les Parisiens. C'est une promesse qu'elle a tenue et qu'elle compte d'ailleurs reconduire. Quelles sont du coup les autres sources de recettes de la ville pour compenser ? Alors, effectivement, c'est un engagement qu'a pris Anne Hidalgo en 2014. Nous l'avons évidemment respecté et nous avons d'ores et déjà commencé à travailler avec l'hypothèse. Elle m'a demandé de travailler à une trajectoire budgétaire sans augmentation d'impôts après 2020. Les impôts sont très bas à Paris. Les impôts locaux sont très bas à Paris. Ils sont 2 fois plus faibles que la moyenne des grandes villes de France. Et Anne Hidalgo pense que c'est normal parce que c'est un élément modeste de compensation du loyer ou du prix du logement qui sont, eux, très forts. Et donc, nous souhaitons garder cette particularité. Et donc, oui, quand nous voulons financer des services publics parisiens, nous devons aller chercher de l'argent ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ailleurs? D'abord, il y a d'autres fiscalités. Il y a les droits de mutation à titre onéreux. C'est pas de la fiscalité locale, mais il s'agit des droits de mutation, les frais de notaire, qui sont l'un des éléments qui permettent aux départements en France de financer les politiques sociales et qui, grâce au dynamisme du marché immobilier, a permis de faire rentrer de l'argent. La deuxième chose, c'est que nous sommes allés chercher des recettes sur 2 axes. Le premier, c'est essayer de faire contribuer les usagers de Paris au fonctionnement des services publics parisiens. Parce que les usagers de Paris, ils sont très nombreux, les touristes, ceux qui n'habitent pas Paris, etc., ne payant pas d'impôts locaux à Paris, utilisent massivement. À Paris, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants et il y a près de 8 millions d'usagers par jour. Donc, il faut bien que les services publics parisiens puissent être intéressés. Donc, il y a différents mécanismes pour ça. Il y a la taxe de séjour pour les touristes. Et puis, il y a différents leviers qu'on a utilisés. Par exemple, le stationnement. On a fait un stationnement résidentiel extrêmement attractif, mais par contre, le stationnement pour le reste. Et donc, c'est à la fois pour gagner un peu d'argent, mais aussi
pour désinciter les gens à venir à Paris en voiture, parce que c'est quand même l'un des leviers pour lutter contre la pollution. Et le deuxième axe, c'est un axe plus d'économie, c'est-à-dire que pour améliorer notre épargne brute, les excédents que nous dégageons chaque année quand on fait la différence entre nos recettes et nos dépenses, eh bien, en essayant d'être très rigoureux sur l'évolution des dépenses, eh bien, nous arrivons à avoir une tendance long terme tout à fait intéressante. Et comment on fait des économies ? Et j'insiste vraiment sur le fait qu'elles ont été extrêmement importantes parce que nous avons financé de nouveaux services lors de ce mandat. Je donne plein d'exemples. Nous avons évidemment recruté des personnels pour faire fonctionner les nouveaux équipements que nous avons livrés. Nous avons mis en place des mesures de gratuité, de nouveaux politiques publiques sur le versant culturel, social, etc. Et pour que ça reste soutenable, eh bien, nous avons dû faire des économies massives ailleurs. Et donc, c'est souvent au prix d'efforts. Et je les en remercie vraiment beaucoup parce qu'ils y ont contribué, que c'est pas toujours facile. Les agents de la ville de Paris ont fait des immenses efforts dans le fonctionnement courant de la maison. Grâce au développement des systèmes d'information, du numérique, nous avons pu améliorer l'efficacité de nos services, etc. Et donc c'est vraiment en conjuguant tous ces efforts-là que nous arrivons à ne pas augmenter les impôts, à maintenir une politique ambitieuse de mise en œuvre du programme d'investissement de la mandature, et puis à avoir une trajectoire d'endettement qui non seulement est soutenable, mais surtout est plus faible que ce qui avait été annoncé en 2014 lors de la campagne. Cette année d'ailleurs, pour la première fois de son histoire budgétaire, Paris est contributeur net de l'État. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors ça oui, on vit un moment historique d'une certaine manière, un peu désagréable d'ailleurs, mais historique. C'est que normalement, l'État donne de l'argent aux collectivités territoriales sous forme de dotation. Depuis plusieurs années, l'État, alors on peut d'ailleurs considérer que ce n'était pas anormal qu'on le fasse, au titre du rétablissement des comptes financiers nationaux, a dit aux collectivités territoriales, je suis désolé, mais il va falloir que vous serriez la ceinture parce que je ne peux plus vous donner autant. Simplement, l'effort a été énorme, immense, pour toutes les collectivités, effectivement, mais pour Paris encore plus que les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons un double mécanisme. Nous avons d'un côté la dotation qui baisse et en face, la péréquation qui monte. La péréquation, c'est on prend de l'argent aux villes un peu plus riches, ou considérées comme telles, et pour le redonner aux autres. Donc c'est un mécanisme de solidarité entre collectivités qui nous va très bien, avec lequel nous sommes solidaires, mais simplement le double effet a été très dur à encaisser. Il faut mesurer que, au total, sur la mandature, les ressources de la ville de Paris ont été ponctionnées de 4 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'au moment où Anne Hidalgo est candidate en 2014 et maintenant, il y a eu 4 milliards d'euros de ponctions un peu surprises sur les finances publiques de la ville. C'est pour ça que ça invite à relativiser les 2 milliards d'augmentation de la dette en face. Parce qu'on a baissé les dotations et augmenté les péréquations. Et effectivement, pour l'année prochaine, l'État va nous reprendre plus d'argent qu'il ne nous en donne. C'est-à-dire qu'il nous donne désormais seulement 570 millions d'euros et il va nous reprendre 615 millions d'euros au titre de la péréquation. Donc effectivement, désormais, et c'est évidemment unique et dans l'histoire et en France, la ville de Paris est contributeur net au budget de l'État. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche. À bientôt!